Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et je vais vous raconter comment j'ai découvert que mes 8 années de mariage n'étaient qu'un mensonge parfaitement orchestré. Mon enfance à Lyon a été plutôt classique. Fille unique de 2 professeurs, j'ai grandi dans un environnement stable, peut-être trop stable. Mes parents s'aimaient d'un amour tranquille, prévisible. J'ai toujours rêvé de quelque chose de plus intense, de plus passionné. À 18 ans, je suis partie étudier le droit à Paris. C'est là que j'ai rencontré Thomas lors d'une soirée étudiante en 2008. Il était différent des autres garçons, plus mature, plus sérieux. Il étudiait la finance à HEC. Il avait 2 ans de plus que moi, une assurance que je trouvais fascinante. Notre histoire a commencé comme dans les films. Il m'emmenait dans des restaurants que je ne pouvais pas me payer, me parlait de son avenir brillant dans la finance, de l'appartement qu'on aurait un jour avec vue sur la Seine. J'étais amoureuse de lui, mais aussi de la vie qu'il me promettait. On s'est installés ensemble à la fin de mes études en 2013. J'avais 23 ans, un petit studio dans le 15e arrondissement. Thomas venait de décrocher un poste de trader dans une banque prestigieuse. Moi, je commençais comme juriste junior dans un cabinet d'avocats. Le mariage de rêve. En 2015, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à Venise. Bague Cartier, gondole, coucher de soleil. Tout était parfait. Trop parfait peut-être? On s'est mariés en juin 2016. Un mariage somptueux dans un château en Bourgogne, 150 invités. Ma robe venait d'une boutique de créateurs, avenue Montaigne. Je me souviens d'avoir pensé, c'est ça le bonheur, j'ai tout réussi. Thomas gagnait très bien sa vie, vraiment très bien. On a acheté un appartement de 120 mètres carrés dans le 16e en 2017. Je suis tombée enceinte de notre fille, Léa, la même année. Tout semblait parfait. Mais s'il y avait des petites choses étranges, Thomas voyageait énormément. Londres, Genève, Luxembourg, Francfort, parfois plusieurs fois par semaine. C'est le métier, disait-il. Si tu veux qu'on garde ce niveau de vie, je dois être sur le terrain. Il avait un téléphone professionnel et un téléphone personnel. Normal pour un trader, me disais-je. Mais il ne les laissait jamais traîner, jamais. Même pour aller aux toilettes, il les prenait avec lui. En 2019, après la naissance de notre fils, Hugo, j'ai commencé à me poser des questions. Thomas était de plus en plus absent. Il rentrait tard, repartait tôt. Les week-ends, il avait toujours des urgences au bureau. Un jour, j'ai voulu lui faire une surprise. C'était un jeudi. Il avait dit qu'il travaillait tard. J'ai pris les enfants, je les ai laissés chez ma belle-mère et je suis allée à son bureau vers 21 heures avec des sushis de son restaurant préféré. Le vigile m'a regardé bizarrement quand j'ai dit que je venais voir mon mari. Il a vérifié quelque chose sur son ordinateur et m'a dit « Madame, Monsieur Dubois n'est pas au bureau ce soir. Il n'est même pas venu aujourd'hui. » Mon cœur s'est arrêté. Comment ça, il n'est pas venu? Le vigile, gêné. Son badge n'a pas été utilisé aujourd'hui. Je suis rentrée chez moi en tremblant. Thomas est rentré vers 23 heures, l'air fatigué. Quelle journée! Je suis épuisée. J'ai failli l'affronter, mais quelque chose m'a retenue. Un instinct. Je voulais comprendre d'abord. Les semaines suivantes, j'ai commencé à observer, vraiment observer. Ses horaires ne correspondaient jamais à ce qu'il disait. Il prétendait être à Londres, mais son costume sentait le parfum féminin, pas l'avion. J'ai engagé un détective privé en mars 2020, juste avant le premier confinement.
Ça a coûté une fortune, mais j'avais besoin de savoir. Le détective, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait l'air d'avoir tout vu, m'a dit: Madame, en 25 ans de métier, j'ai rarement vu un cas aussi complexe. Donnez-moi 2 semaines. Puis le confinement est arrivé. Thomas était coincé à la maison avec moi 24 heures sur 24. Il était nerveux, très nerveux. Il passait des heures enfermé dans son bureau pour des visioconférences. Un soir, son téléphone a sonné alors qu'il était sous la douche. J'ai vu le nom s'afficher: Bureau, ne pas répondre. Bizarre comme nom de contact professionnel, non? J'ai pris une décision, j'ai attendu qu'il dorme, et avec ses empreintes digitales, j'ai déverrouillé son téléphone. Ce que j'ai découvert ce soir-là a changé ma vie à jamais. Des messages, des centaines de messages, mais pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas une maîtresse, il y en avait trois femmes différentes, dans 3 villes différentes: Sophie à Lyon, Emma à Genève et Clara à Londres. Mais ce n'était pas juste des aventures, non, c'était bien pire. Les messages avec Sophie: Mon amour, j'ai hâte de rentrer à la maison, les enfants te font des bisous, je serai là vendredi soir. Des photos d'eux en famille, leur famille, 2 enfants, une maison à caluire et cuire. Les messages avec Emma: Ma chérie, désolée pour hier soir. Le boulot à Paris était intense. Je t'aime. Notre petit Lucas a grandi tellement vite. Tu as vu les photos de l'échographie? Une fille. Je suis tellement heureux. Elle était enceinte. Les messages avec Clara: Sweetheart, I miss you. Just 2 more days and I'm back home in London. Can't wait to see you and our little princess. Une photo d'une petite fille d'environ 3 ans avec les yeux de Thomas. J'ai vomi. Littéralement, je suis allée aux toilettes et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mon mari, Thomas Dubois, trader prestigieux, n'avait pas une famille. Il en avait 4. 4 femmes, 8 enfants au total en comptant les miens. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai tout lu, chaque message, chaque photo, chaque preuve de ses vies parallèles. Il utilisait ses voyages d'affaires pour jongler entre nous 4. Sophie, il l'avait rencontrée en 2012, avant moi. Ils s'étaient mariés en 2014, bigamie. Elle pensait qu'il travaillait à Paris et rentrait à Lyon chaque week-end. Emma, il l'avait rencontrée en 2016, l'année de notre mariage. Elle croyait qu'il était divorcé avec enfant, ce qui expliquait ses absences. Clara, rencontrée en 2018, même histoire, divorcée, enfant en France, business à Londres. Le détective m'a rappelé 2 jours plus tard. Madame, asseyez-vous, ce que j'ai découvert est extraordinaire. Il avait tout découvert aussi. Il me confirmait 4 familles, 4 vies, un réseau de mensonges d'une complexité inimaginable. Comment il faisait financièrement? Ai-je demandé. Le détective a soupiré. Il ne travaille pas dans la finance, madame. Enfin, pas de la façon que vous croyez. Il dirige une entreprise d'investissement, mais c'est un système de Ponzi. Il utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour financer ses 4 vies. Et ça fait des années que ça dure. Le lendemain, j'ai contacté les 3 autres femmes. J'ai trouvé Sophie sur Facebook, Emma sur Instagram, Clara sur LinkedIn. Je leur ai envoyé le même message. Je m'appelle Camille. Je suis mariée à Thomas Dubois depuis 2016. J'ai 2 enfants avec lui. Et je crois que vous aussi. En 2 heures, elles avaient toutes répondu. En 4 heures, on était toutes les 4 sur un appel Zoom. Ce fut la conversation la plus surréaliste de ma vie.
Sophie, infirmière à Lyon, 36 ans, 2 garçons de 7 et 5 ans. Emma, architecte à Genève, 31 ans, un fils de 3 ans et enceinte de 6 mois. Clara, professeure d'anglais à Londres, 33 ans, une fille de 3 ans. Et moi, on a toutes pleuré. Puis on a partagé nos preuves, les photos de nos mariages, les actes de naissance des enfants, les relevés bancaires suspects, les mensonges identiques. Sophie a dit quelque chose qui m'a marquée. Il m'avait dit que son rêve était d'avoir une grande famille. Je pensais que c'était mignon. Je ne savais pas qu'il le pensait littéralement. On a décidé ensemble de le confronter, toutes les 4. En même temps, on a organisé une réunion de famille surprise. Sophie lui a dit qu'elle avait une urgence médicale à Paris et qu'il devait venir immédiatement. C'était un samedi. Quand il est arrivé à l'appartement parisien, notre appartement, on était toutes là. Dans le salon, les 4 femmes de sa vie, plus le détective et un avocat. Son visage, je n'oublierai jamais son visage. D'abord la confusion, puis la compréhension, puis la panique pure. Il a essayé de partir. Le détective lui a bloqué la porte. Monsieur Dubois, asseyez-vous, on a beaucoup de choses à discuter. Et la police est en route. Il s'est effondré, littéralement. Il est tombé à genoux et a pleuré. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas, ça a commencé petit, et puis je ne pouvais plus m'arrêter. Sophie lui a craché dessus. Emma tremblait, la main sur son ventre. Clara était glaciale, silencieuse. Moi, j'étais vide, complètement vide. L'avocat a pris la parole. Monsieur Dubois, vous êtes accusé de bigamie, d'escroquerie financière, de fraude fiscale et de multiples délits. Votre entreprise d'investissement est un montage frauduleux qui a escroqué plus de 50 personnes pour un total de 3 millions d'euros. Thomas n'était pas trader. Il n'avait jamais travaillé dans une vraie banque. Tout était faux. Son diplôme DHEEC, acheté sur Internet, son bureau, un espace de coworking qu'il louait à l'heure pour les rares fois où quelqu'un voulait vérifier. Il avait créé un schéma de Ponzi géant, promettant des rendements impossibles à des investisseurs naïfs. Il utilisait cet argent pour financer ses 4 vies luxueuses. Les appartements, loués, pas achetés, les voyages, payés avec l'argent des victimes, nos économies inexistantes. La police est arrivée. Ils l'ont emmené. Il pleurait encore, répétant « Je vous aime toutes, je vous aime vraiment toutes ». Les mois qui ont suivi ont été un cauchemar administratif et émotionnel. Notre mariage était légal. Celui de Sophie était bigame, donc nul. Emma et Clara n'étaient que des concubines, juridiquement parlant. Le procès a duré 18 mois. Thomas a été condamné à 12 ans de prison pour escroquerie, bigamie et fraude fiscale. Toutes ses victimes témoignaient. Certaines avaient perdu leurs économies de toute une vie. Nous 4, les femmes, on est devenues amies. C'est étrange, mais on était les seuls à vraiment comprendre ce qu'on vivait. Sophie et moi, on se voit régulièrement avec nos enfants. Emma a accouché d'une petite fille. Clara est retournée vivre en Angleterre, mais on reste en contact. Nos enfants, tous demi-frères et demi-sœurs, se connaissent maintenant. On a décidé qu'ils n'étaient pas responsables des mensonges de leur père. J'ai dû tout recommencer. J'ai déménagé dans un plus petit appartement. J'ai repris mon travail à temps plein. Ma fille, elle avait 6 ans, mon fils 4 ans. Leur expliquer que papa ne reviendrait pas
avant longtemps a été la chose la plus difficile de ma vie. J'ai fait énormément de thérapie. Énormément. J'ai dû reconstruire ma capacité à faire confiance, à me faire confiance. Comment j'avais pu vivre avec quelqu'un pendant 8 ans sans voir qui il était vraiment? Ma thérapeute m'a dit quelque chose d'important. Les manipulateurs professionnels sont des experts. C'est leur job à plein temps de mentir. Vous n'avez pas échoué. Vous avez été victime d'un prédateur émotionnel extrêmement compétent. Thomas m'écrit de prison. Des lettres longues où il explique son addiction aux relations, son besoin compulsif d'être aimé par plusieurs personnes, sa peur de l'abandon qui l'a poussé à créer plusieurs familles pour ne jamais être seul. Je ne réponds jamais. Aujourd'hui, en 2024, je vais bien, vraiment bien. Ça fait 4 ans que cette bombe a explosé. Mes enfants vont bien. Ils voient leur père 1 fois par mois en parloir, accompagné d'une psychologue. J'ai rencontré quelqu'un il y a 6 mois. Marc, un professeur de mathématiques, divorcé avec un fils. Notre première conversation, je lui ai dit « Je vais vérifier tout ce que tu me dis, tout, ton travail, ton divorce, ton adresse, tout. Si tu as un problème avec ça, on s'arrête maintenant. » Il a souri. Je comprends parfaitement. Voici mon RIB, mes 3 derniers avis d'imposition, mon jugement de divorce et les coordonnées de mon ex-femme si tu veux la contacter. Je n'ai rien à cacher. On prend les choses doucement, très doucement. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Plusieurs choses. Premièrement, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Thomas était trop parfait, trop généreux, trop tout. Deuxièmement, écoutez votre intuition, ce malaise que je ressentais depuis des années. C'était mon instinct qui me disait que quelque chose clochait. Troisièmement, les red flags existent pour une raison. Son obsession du secret avec ses téléphones, ses absences inexpliquées, ses voyages constants. J'ai ignoré tout ça parce que je ne voulais pas voir. Quatrièmement, vous pouvez survivre à l'impensable. Quand j'ai découvert la vérité, j'étais certaine que je ne m'en remettrais jamais. Mais le temps, la thérapie et le soutien m'ont permis de me reconstruire. Cinquièmement, ne restez jamais dans une relation par peur de recommencer. J'avais peur de me retrouver seule, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants, de perdre mon niveau de vie. Mais ma liberté et ma santé mentale valent bien plus que n'importe quel appartement dans le 16e. À toutes les personnes qui me regardent et qui ont un doute sur leur relation, vérifiez. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence. À toutes les victimes de manipulation, ce n'est pas votre faute. Les manipulateurs sont des professionnels du mensonge. À toutes les personnes qui pensent qu'elles ne s'en remettront jamais, vous le pouvez. Je suis la preuve vivante qu'on peut se reconstruire après l'impensable. Mon mantra aujourd'hui, une phrase que ma thérapeute m'a dite, la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous détruira. La vérité m'a détruite, puis elle m'a libérée, puis elle m'a reconstruite plus forte. Aujourd'hui, je suis avocate spécialisée en droit de la famille. J'aide d'autres femmes et hommes à se sortir de relations toxiques et à reconstruire leur vie. Je transforme ma douleur en pouvoir. Et vous savez quoi? Si je pouvais remonter le temps, est-ce que j'éviterais de rencontrer Thomas? Non, parce que sans lui, je n'aurais pas mes 2 enfants extraordinaires. Sans lui, je n'aurais pas rencontré Sophie
Emma et Clara qui sont devenues ma famille choisie. Sans lui, je ne serais pas la femme forte et indépendante que je suis aujourd'hui. Il voulait me détruire avec ses mensonges. Au final, ces mensonges m'ont reconstruite. C'est ça la vraie revanche.